C'est la rentrée des classes, youpi, mais plus youpi justement. À l'école, tout fout le camp, semble-t-il, y compris les profs qui ne veulent plus y enseigner. Après nos voisins français, le problème gagne la Suisse. C'est dire si les préaux ne sont plus à la fête chez nous, où l'on croyait justement cette profession, enseignant, bénie des fonds salariaux, l'Eldorado aux vacances éternelles. Eh bien non, ça paye toujours autant, mais ça ne rétribue plus suffisamment, apparemment. Alors la faute à quoi? À qui? À la société qui part en toupie, à nos insupportables enfants, à nous-mêmes, insupportables parents, ou encore à l'incurie des politiques. Et qu'est-ce que ça nous dit surtout de l'état de l'école, institution plus que jamais centrale dans notre société et dans chacune de nos vies, l'école qui fabrique notre citoyenneté, décide du destin de nos chers bambins, par laquelle tout commence avec l'espoir d'une vie accomplie, mais malheureusement aussi parfois tout finit quand elle échoue dans sa mission. Alors, est-ce que c'est bien vrai qu'à l'école, aujourd'hui, tout fout le camp et quelle rustine lui appliquer d'urgence? Eh bien, on en parle ce soir dans Le Point. Bienvenue à toutes et tous sur L'Aimant Bleu. Et bienvenue à tous nos invités. Ce soir, autour de cette table et en duplex de Paris, Carole Barjon, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Carole Barjon, vous êtes éditorialiste politique et grand reporter au magazine L'Obs. Et vous avez publié il y a quelques années « Mais qui sont les assassins de l'école ?» aux éditions Robert Laffont, un livre précurseur de la situation actuelle dramatique en France, dans laquelle vous évoquez la faillite de votre système éducatif. Vous en prenez particulièrement aux pédagogues et à vos responsables politiques successifs, y compris de gauche, votre camp pourtant. Natacha Buffet-Defaille, bienvenue. Bonsoir. Femme de droite et enseignante, comme quoi on trouve de tout dans ce bas monde. Vous êtes vice-présidente du PLR Genevois et députée. C'est vous notamment qui votez les budgets de l'instruction publique à Genève et qui les discutez puisque vous étiez jusque-là vice-présidente de la commission de l'enseignement supérieur. Cyril Petitpierre, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Vous êtes, vous, directeur de la formation à la Haute École Pédagogique Vaudoise, la HEP de son petit nom, celle qui forme les enseignants, tous les enseignants de l'école primaire au secondaire. En gros, c'est vous qui leur dites ce qu'ils doivent et comment l'apprendre aux élèves. Même si j'ai bien compris, les profs devraient conserver en théorie une grande autonomie à l'intérieur de ce cadre, la pédagogie, un cadre révéré par Carole Barjon. Vous-même, vous avez enseigné par le passé dans le primaire et le secondaire. Philippe Val, bonsoir. Bonsoir. Mon cher Philippe, chaque semaine à nos côtés, ancien directeur de Charlie Hebdo et de France Inter, vous êtes évidemment préoccupé par l'école avec un grand E, républicaine, laïque, la fabrique du citoyen. Puis plus prosaïquement, vous êtes aussi parent, il nous en fallait un ce soir. J'ai donc décidé que ce serait vous, sous cette casquette aussi, vous pouvez vous refuser, vous avez tous les droits, l'insupportable parent qui fait apparemment de plus en plus partie de l'équation scolaire aujourd'hui. Et enfin, Francesca Marchesini, bienvenue. Merci, bonsoir. Vous êtes enseignante également à l'école primaire à Genève, le secteur le plus touché par la pénurie apparemment, même si à Genève, pour l'instant, semble-t-il, on s'en sort plutôt bien, sur la question de la pénurie, parce que pour le reste des problèmes supposés à l'école, le canton est plutôt champion. Et vous êtes également représentante syndicale à la Société pédagogique genevoise. Alors ça va, vous... Présidente, pardon. Vous tenez le coup comme enseignante, pas de reconversion à l'horizon pas de sac donné d'ici la fin de l'année? Alors moi, je suis déchargée actuellement pour occuper la fonction de présidence, mais non. Moi, j'ai quitté ma classe avec une grande tristesse. J'adorais et j'adore toujours mon travail et je me réjouis de retourner dans ma classe à la fin de mes mandats. Alors justement, Cyril Petitpierre, ce ras-le-bol, cette pénurie, on l'explique comment? C'est quoi les facteurs qui expliquent qu'on ne trouve plus de profs ou que les gens... Alors, c'est en tout cas pas du tout qu'on trouve plus de profs, ni que les profs s'en vont beaucoup plus qu'avant. Les facteurs de la pénurie ils sont expliqués au plan suisse par deux phénomènes tout à fait clairs qui ont été identifiés dès 2018. Et tous les 5 ans en Suisse, il y a un rapport suisse sur l'éducation. Et celui de 2018 prédisait la pénurie qui est actuellement, heureusement, tous pas la Suisse romande, mais que la Suisse germanophone, par 2 facteurs tout à fait clairs. D'une part, les générations d'enseignants issus du baby-boom qui partent à la retraite, et d'autre part, l'augmentation du nombre d'élèves. Ce rapport disait qu'entre 2018 et 2025, le nombre d'élèves en Suisse, sur l'ensemble de la Suisse, augmente de 13%. Et ce n'est pas anodin. Et effectivement, les formations d'enseignants, les hautes écoles pédagogiques, elles attirent de plus en plus de personnes. Donc la profession reste très attractive. Au plan suisse, les HEP ont doublé leurs effectifs en 2010 et 2020, même triplé pour certaines HEP Vaud.
On avait 1000 étudiants quand j'ai pris mes fonctions en 2008. On en a 3300 aujourd'hui. Donc, le métier d'enseignant demeure attractif. Mais effectivement, il faudrait qu'il le soit encore plus pour faire face à cette augmentation de la population. Et puis, il faut aussi évoquer le fait que la profession d'enseignant est, par nature, une profession dans laquelle le temps partiel est très fréquent. On a des chiffres là aussi, à peu près la moitié du corps enseignant, donc à peu près 50% a un taux d'engagement, un taux de contractuel entre 90 et 100%, 90 et 100%. Environ 40%, 50 et 90%, et puis il reste un 10% qui a même moins de 50% de taux d'engagement. Donc c'est une profession qui attire aussi parce qu'il est facile de travailler temps partiel, et du coup, il y a beaucoup d'enseignants qui, à certains moments de leur carrière, souhaitent réduire leur taux d'engagement, ce qui explique aussi parfois un petit peu de peine à assurer. Et il y a effectivement certains cantons qui réfléchissent à l'obligation d'un taux minimum d'engagement pour surmonter le problème qu'ils rencontrent actuellement ici à l'alémanique, mais on est d'accord, ce n'est pas une solution à long terme, c'est des blitz, pour employer l'expression que vous employez, des rustines, pardon, comme l'expression que vous employez tout à l'heure. Mais bon, il y a une augmentation manifeste, apparemment, effectivement, des demandes de temps partiel, de gens qui partent, de témoignages. On va en écouter un dans quelques instants. Il y a eu un rapport qui a été fait il y a quelques années, un enseignant sur 5 se sont constamment submergés. Un tiers des 600 personnes qui étaient interrogées à travers toute la Suisse souffriraient au moins une fois par mois d'un trouble dépressif. C'est quand même des chiffres extrêmement inquiétants. Ce mal-être-là, Francesca Marchesini, justement, il est en augmentation aujourd'hui. On l'explique par quoi ? Moi, je dirais que d'une manière générale, les conditions de travail deviennent plus difficiles dans tous les secteurs. Moi, je constate une forme de durcissement. Je pense que l'école n'est pas la seule qui est touchée. Alors peut-être qu'elle a été préservée plus longtemps, mais je pense que d'une manière générale, la fonction publique, là, en ce moment, est confrontée à des grosses difficultés liées, entre autres, à l'inflation démographique. Mais c'est vrai qu'au niveau européen, il semblerait que 40% des enseignants démissionnent les 5 premières années de leur entrée dans le métier. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même un indicateur qui devrait nous alerter. Et moi aussi, même si historiquement, les enseignantes ont effectivement tendance à travailler à temps partiel, entre autres parce que je pense aussi c'est un métier très féminin et du coup, ça permet de concilier la vie de familiale et puis la vie professionnelle. Mais en attendant, là, moi, ça doit aussi nous inquiéter, justement, cette augmentation des demandes de travail à taux partiel. Moi, c'est quand même la première fois cette année que j'entends autant d'enseignants qui me disent là, je suis fatiguée, je ne sais pas si je vais tenir encore longtemps. Enfin, voilà. Alors, est-ce que maintenant, moi, je ne peux pas le documenter, c'est un ressenti que j'ai, je sens cette fatigue. J'ai l'impression que les gens sont moins motivés à cette rentrée qu'à d'autres et que, voilà, ils n'arrivent pas à forcément reposer après les vacances d'été. Et je pense que c'est quand même si c'est un ressenti, faut qu'il nous questionne. Carole Barjon, cette démotivation, c'est justement cette démotivation des enseignants, vous l'expliquez par quoi ? D'abord, ce que je note, c'est que la crise en France est beaucoup plus aiguë que celle que vous connaissez en Suisse, puisque nous, clairement, il y a 4000 postes qui sont restés vacants, non pourvus après les concours, et il y a eu un peu plus de 800 démissions d'enseignants l'an dernier. Donc la crise est beaucoup plus profonde. Il faut dire que les salaires sont moins attractifs en France qu'ils ne le sont en Suisse, mais ce n'est évidemment pas la seule raison. En fait, ce qu'on a constaté, c'est que le Covid a été un révélateur du malaise des enseignants, notamment parce qu'ils avaient eu un sentiment de mépris face à la manière, un peu expéditive dont le ministre avait géré tous les protocoles, le masque, pas le masque, etc. Mais ça, c'était uniquement un révélateur. La crise est évidemment beaucoup plus profonde. Les enseignants démissionnent pour partie parce qu'ils se trouvent face à des élèves. Là, je pense aux enseignants du secondaire qui découvrent qu'il y a des élèves qui sont dans leur classe qui ne sont pas au niveau, ce qui veut donc dire que le problème se situe
au niveau de l'école primaire. Et puis je pense qu'il y a aussi un problème de fatigue générale, parce qu'on demande aujourd'hui aux enseignants, au fond, de tout faire et de faire ce que ne fait pas la société et de faire ce que ne font pas toujours les parents. Il faut bien le dire. Et donc, au fond, ils sont le réceptacle, de tous les problèmes qui se posent dans la société. Donc oui, on comprend bien qu'il y a une fatigue générale qui se traduit effectivement par une crise qu'on appelle, nous, une crise du recrutement, parce qu'on vit une vraie crise du recrutement. Je rappelle qu'en France, le ministre de l'Éducation a été obligé de faire appel à des contractuels pour cette rentrée, des contractuels qui ont eu une formation express et qu'on a mis devant des élèves alors qu'ils n'étaient pas forcément prêts pour ça. Alors justement, on va écouter une de ces profs qui a démissionné. Elle, c'est pas pour le secondaire, ni même c'est pour le tout début de l'école primaire. Il s'agit de Juliette Stram, 40 ans dans l'enseignement des petits degrés à Cernier dans le Val-de-Rue. Elle a donné son sac l'année passée parce qu'elle n'en pouvait plus. On l'écoute. Vous nous dites que l'école est obligatoire à 4 ans. On ne reçoit pas des élèves, nous. On reçoit des bébés avec tout ce qui arrive des familles différentes. Puis nous, on doit gérer avec tout ça. Donc voilà, ça nous épuise. Moi, j'ai arrêté pour épuisement professionnel. Cette dernière année-là de la rentrée, les enfants de 4 ans reçoivent un petit flyer à la maison, très joli, une petite BD. Papa, maman, je vais commencer l'école et je dois dire bonjour, m'habiller tout seul, aller aux toilettes tout seul. Et puis ces enfants, je pense que ça leur donne un peu une pression. Puis j'ai un petit garçon qui me dit, Juliette, je dois aller aux toilettes. Je dis, ok, tu as besoin de moi? Non, non. Je dis, tu vas faire pipi ou caca? Mais faire caca. Je dis, mais alors, tu as besoin de moi? Non, non. Et il ne revient pas, donc je suis allée voir. Et ce pauvre petit gamin avait voulu se débrouiller tout seul. Il s'était essuyé tout seul, il s'en était mis plein le dos, parce que je pense que le papier s'était cassé. Et qu'est-ce qui fait que sa main toute sale? Il s'était essuyé contre le mur des toilettes. Donc, il y avait du caca sur les catets, il en avait plein le dos. Alors, moi, j'ai passé, je sais pas, je pense quand même bien 6-7 minutes à le nettoyer avec les moyens du bord. Et pendant ce temps, mes élèves sont tout seuls. Et quand je raconte ça à ma directrice de cycle, elle me fait « mais… » Je dis « mais c'est ça la réalité. Le métier d'enseignant reste pour les petits degrés la plus petite partie, tellement il faut faire de la sociabilisation, il faut faire du coaching, il faut rassurer des mamans qui n'en peuvent plus, qui ne savent plus comment gérer le petit frère, le grand frère. Enfin, voilà, on a plein de casquettes quand on est enseignante de première, deuxième Armos. Il y a beaucoup plus ces enfants qui doivent être les meilleurs, puis s'ils ne le sont pas, ils ne le supportent pas. On arrive moins à leur dire que ce n'est pas grave, tu as le droit de grandir. Je pense que c'est quand même le reflet de la société où tout doit être pré-mâché, tout de suite. On n'a plus de patience. Et puis, les enfants, ils nous arrivent aussi comme ça, à 4 ans, brut de brut. Hein. Nous, on ne connaît pas leurs problèmes, leurs soucis. Ça aussi, c'est un gros travail des enseignants des petits degrés. C'est qu'ils nous arrivent comme ça et nous, on doit dépister tous les problèmes qu'ils peuvent avoir d'ouïe, de vue, d'hyperactivité. Et puis, c'est lourd, les rentrées scolaires, quand on est toute seule avec 20 gamins. Ça épuise, il faut mettre énormément d'énergie. Voilà, je trouve que c'est plus pénible ce métier avec les enfants d'aujourd'hui qu'il y a 40 ans. Natacha Buffet, beaucoup passent aujourd'hui par justement l'école, peut-être même plus qu'hier encore, beaucoup de missions autres que l'enseignement du savoir justement. Est-ce que là, les politiques qui votent les budgets, qui décident aussi de ce qui va être enseigné, des programmes, ont vraiment conscience de ça? Ou bien est-ce qu'ils soutiennent suffisamment l'école aujourd'hui, pas seulement financièrement, mais aussi en termes d'encadrement ou pas? Alors déjà, première rectification, souvent le politique, et je le dis très volontiers parce que je le suis aussi, a tendance à croire qu'il va pouvoir décider des programmes. Il n'empêche qu'en fait, il est là pour donner des conditions cadres. Et puis, ce qui est pédagogique doit être décidé par les enseignants, par les départements de l'instruction publique, etc. C'est vrai qu'on a souvent des tendances, on le voit assez régulièrement dans des textes qui sont déposés. Quand on a une problématique, un questionnement qui est lié à la société, il y a toujours un moment où on a envie
envie de rajouter quelque chose du type il faut une formation pour tout le monde sur ce point-là, une sensibilisation qui passerait par l'école. Et je me permets assez régulièrement de rappeler à tout bord que ce soit, je crois qu'on commet tous cette même erreur, qu'en fait, on est là pour des conditions cadres et qu'on ne décide pas d'une nouvelle mission pour l'école. Mais il n'empêche que je crois qu'il y a eu une sorte d'inflation aussi là-dedans au niveau des textes politiques qui donnaient des nouvelles missions mais sans forcément s'en rendre compte. Et je ne pense pas forcément que c'est de la mauvaise foi, mais tout le monde est passé par l'école, tout le monde se sent concerné par l'école et tout le monde croit que l'école, alors c'est assez paradoxal par rapport à la considération qu'on peut avoir des enseignants, que l'école pourra avoir une mission là où d'autres n'y arrivent pas, où les parents n'y arrivent pas, où la société n'y arrive pas, mais peut-être l'école, vu le temps qu'on passe là-bas, y arrivera. Et ça, je crois que c'est déjà quelque chose qu'il faut rectifier. Donc, pour répondre à votre question, je pense qu'il faut déjà qu'on sache que nous, il ne faut pas qu'on charge la barque et qu'on est là pour des conditions cadres et essayer de donner des directions, mais surtout pas rentrer dans le calcul de ce qui se passe dans les classes. Mais Philippe Val, est-ce que les politiques, quand même, malgré tout, sont assez concernés, peut-être pas seulement par les programmes, mais aussi par ce qui se passe de l'école? Est-ce que l'école est quand même assez perçue comme une priorité aujourd'hui par le monde politique dans son ensemble? Je crois, mais ils sont assez impuissants à résoudre le problème. Pourquoi? On voit bien que les sociétés démocratiques de l'Europe occidentale, c'est-à-dire libérales, aisées, ont une très très grave crise de la transmission. On voit bien qu'en Angleterre, vous disiez, parler des chiffres, 40% des enseignants arrêtent au bout de 10 ans. Ils ont un mal de chien à recruter. En Allemagne, où ce n'est pas une question d'argent, puisque un professeur gagne environ 75 000 € par an, donc ils sont plutôt bien payés, ils peuvent vivre dans la ville où ils enseignent, pas de problème. Ils ont, rien qu'en Rhénanie-Westphalie, il manque de 4400 profs, rien que dans l'état de Rhénanie-Westphalie, cette année à la rentrée. Et partout en Allemagne, ils ne savent pas où recruter, ni comment recruter. C'est vrai en Suède, c'est vrai en Italie. Donc on a un vrai problème de vocation, et de démission. Pourquoi? Parce que les gens savent très bien que ça va être très difficile. Ça n'est plus si prestigieux, ça n'est plus l'exercice d'un pouvoir, pas un pouvoir autoritaire, le pouvoir du savoir. L'autorité du savoir n'est pas respectée. C'est un vrai problème de société dans nos sociétés occidentales. Les réseaux sociaux, le complotisme, ça marche très bien, mais l'autorité du savoir, ça marche pas. Et les profs, s'ils arrêtent, c'est qu'ils sont déçus, mais ils sont déçus par eux-mêmes. Parce qu'ils ont la sensation de ne pas accomplir la tâche noble pour laquelle ils étaient censés exercer ce métier. Et ils sont déprimés parce qu'ils sont face notamment à des parents d'élèves qui se comportent soit comme des consommateurs, soit comme des censeurs politiques, ils ne veulent pas qu'ils parlent de ceci ou de cela, soit comme des gardes d'une autorité religieuse. Donc ils ont parfois même peur. Il y a des zones en France, bon j'imagine il y en a partout dans l'Europe, en Allemagne c'est le cas aussi, c'est certain, où les parents ont peur s'ils enseignent certaines matières. En biologie maintenant, alors avec le wokisme et le genrisme c'est plus possible, avec les religions, l'islam, etc., on ne peut plus enseigner Darwin alors que c'est la base de la science moderne. Donc il y a un problème d'exercice du métier qui n'est pas... Alors, on ne veut pas parler de ça. On ne veut pas parler de ça parce que c'est la honte. Donc on préfère dire on a des problèmes de recrutement parce que c'est mal payé. Non, il y a des pays où c'est pas du tout mal payé. Et alors, il y a 2 pays, je crois que c'est la Finlande, je sais plus quelque chose. Non, il y a des pays où c'est très mal payé quand même. La France, qu'ils soient bien payés ou mal payés, le problème est le même dans toute l'Europe. Et la Suisse en est la preuve, puisque effectivement, dans la partie alémanique, il y a des pénuries. Et chez nous, ça ne va pas si bien que ça. Mais et pourtant, on a des salaires hors toute concurrence. Dans les pays où c'est très bien payé, il y a le même problème de transmission du savoir dans les pays démocratiques. Et c'est une crise civilisationnelle gravissime. La société démocratique et les libertés ne peuvent prospérer que s'il y a transmission du savoir. Or, la transmission du savoir aujourd'hui est menacée par la crise des vocations chez les enseignants, parce que c'est par eux que ça passe. Et c'est un problème, mais énorme. C'est un problème de survie des sociétés démocratiques. Ce dont on parle là, c'est pas simplement un problème syndical où il n'y a pas assez de serviettes dans les chiottes, ou je sais pas quoi. C'est bien plus grave que ça.
Il y a des sujets dont on ne veut pas parler à l'intérieur de cette crise des vocations. Parce que c'est des sujets sociaux et politiques qui sont très difficiles à traiter, dont ils font peur aux hommes politiques. Carole Barjon. Oui, je suis absolument d'accord avec ce que vient de dire Philippe Val, et je voulais justement ajouter quelque chose à ce propos, parce que effectivement, c'est une crise de la transmission du savoir, mais ça pose en fait le problème. C'est un débat qui avait eu lieu autour de est-ce que l'école doit être ou non un sanctuaire. Et c'est vrai que pour transmettre un savoir, des connaissances convenablement, peut-être fallait-il que l'école demeure une sorte de sanctuaire, sans être évidemment totalement fermée aux problèmes extérieurs. Mais ça pose cette question-là. Or, il faut quand même le dire, sous l'influence notamment souvent d'un certain nombre de syndicats ou des gens du camp progressiste, il fallait que l'école s'ouvre un peu à tous les problèmes du monde. Et c'est là où on est face à une vraie contradiction. Oui, l'école forme des citoyens en les sensibilisant à un certain nombre de problèmes de la société dès le plus jeune âge, mais en même temps, la transmission d'un certain nombre de savoirs fondamentaux nécessite de creuser ces sujets, d'y consacrer un certain nombre d'heures, et dans un univers un peu fermé qui est un gage de tranquillité et de concentration. Donc je crois qu'il y a aussi ce problème-là par rapport à la transmission. Alors oui, réagir, parce que ça c'est la grande critique qu'on entend toujours. Maintenant, effectivement, l'école n'est plus un lieu de transmission du savoir, au moins le niveau baisse, les enfants et les jeunes ne savent plus écrire correctement. Tout fout le camp. Cyril Petitpierre, bon. Allez-y. Déjà, la critique que vous venez d'émettre, on aurait pu la lire dans un journal des années 1950, 1920. Enfin, rien ne va plus, l'école ne sait plus enseigner, tout ça, c'est des critiques qui reviennent de manière récurrente. C'est normal, c'est le rapport de la société, la société telle qu'elle est par rapport à la société en devenir. Et la société en devenir, elle est portée par l'école. Donc, tout le monde s'y projette. Et effectivement, je pense que les problèmes sociaux, on disait tout à l'heure que l'école est le reflet de la société, c'est évident. Moi, j'aimerais juste revenir sur deux points. D'abord, le fait qu'effectivement, il y a des sociétés occidentales dans lesquelles les choses paraissent en tout cas un tout petit peu mieux fonctionner, mais elles sont quand même relativement atypiques, je veux dire. Alors, on parlait de la Finlande. La Finlande, c'est très typique. En Finlande, en fait, les profs ne sont pas très bien payés. Mais la profession est extrêmement prestigieuse. Elle est prestigieuse. Pourquoi ? Parce qu'elle est portée par la communauté. Les gens croient en l'école et à son par la communauté scolaire. C'est que l'école est solidaire du prof. Exact. L'école et les parents. C'est pour ça que ça marche. Et ça marche effectivement parce qu'il y a une très forte adhésion et ce qui doit nous interroger. Parce qu'en même temps, je suis convaincu par le fait que l'école a en particulier un rôle de transmission des savoirs, mais c'est vrai que l'école finlandaise, oui, les savoirs sont à la base, et effectivement, il faut maîtriser les savoirs mais ils développent beaucoup, par exemple, des enseignements par projet. Donc, on développe aussi des compétences de travail en équipe, des compétences de créativité, à partir des savoirs. On ne fait rien sans les savoirs, on ne peut pas dire on met les savoirs de côté. Mais sur la critique qui est faite, par exemple, la critique, sur on ne sait plus écrire correctement aujourd'hui, et la transmission des savoirs ne se fait plus correctement. Juste sur ce point-là. Moi, je pense qu'on n'a jamais... oui, on peut dire... non, mais regardez, qu'est-ce qu'on attend d'un jeune de 20 ans aujourd'hui par rapport à ce qu'on attendait d'un jeune il y a 50 ans en arrière ? C'est juste démesuré ce qu'on attend d'un jeune de 20 ans aujourd'hui. On attend une variété de compétences et de connaissances, et le niveau des connaissances... Alors oui, j'ai les cheveux un peu blancs, mais le niveau des connaissances que j'avais au moment de ma maturité gymnasiale n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on attend d'un jeune en maturité gymnasiale aujourd'hui. On est beaucoup plus haut, mais évidemment, sur beaucoup plus large aussi. On attend des connaissances pointues en biologie, on attend des connaissances pointues dans la réflexion historique, dans la réflexion géographique. En plus, on veut qu'ils maîtrisent les compétences numériques, qu'ils soient un bon, entre guillemets, bon citoyen numérique. Enfin, il y a une variété d'attentes. On parlait de l'école enfantine. Tout à l'heure, Madame Strahm parlait de l'école enfantine. Et effectivement, ça, c'est aussi des évolutions relativement récentes. Nous, à l'HEP Vaud, comme dans les autres HEP, on reçoit beaucoup de demandes du terrain de formation. On répond à ces formations à la demande. Et depuis 10 ans, on a beaucoup plus de demandes des enseignants de l'école enfantine, la maternelle. C'est là qu'il y a une augmentation incroyable des demandes de formation. Parce que Mme Strahm, je crois, illustre très bien cette phase de socialisation
qui autrefois allait de soi, maîtresse d'école enfantine, comme on disait autrefois, métier facile. Hein. Aujourd'hui, non, c'est probablement un des âges les plus difficiles. Donc, et effectivement, les enseignantes et les enseignants qui accueillent les élèves dans le système vivent un moment assez difficile. Alors, on a compris qu'elle était épuisée, et c'est une des raisons de l'épuisement. Une des raisons aussi, on voit, elle a aussi évoqué sa relation avec la directrice d'école, hein, qui grosso modo, apparemment, elle ne partageait pas le point de vue. Mais c'est une grande critique aussi. Autour de l'enseignant... L'administration qui ne comprend pas. Exact. Ça fait partie de la problématique de la solitude de l'enseignant. L'administration, je ne sais pas comment c'est dans le canton de Neuchâtel dont elle vient, mais c'est un directeur ou une directrice pour 150 enseignants. La personne est probablement dépassée. L'enseignant lui-même n'a pas assez de soutien dans ses collègues, peut-être. À l'intérieur. Personne qui est chargé de le faire. Voilà, et c'est ça. Vraiment. Et on aperçoit que les deux seuls pays qui échappent au problème dont on a parlé, la Finlande et la Suède, sont des pays qui organisent l'école très différemment. Exact. Et c'est le moment de faire une courte pause. On se retrouve très vite. Le point de retour, l'école va mal, la faute à qui et surtout comment faire mieux, on continue d'en parler. Et donc on évoquait la grande solitude des professeurs qui démissionnent et avec quelles conséquences sur nos enfants. Pour illustrer ça, on ne va pas se priver de regarder un fameux enseignant et aussi du coup le regard qu'on peut porter sur cette profession. C'est évidemment Julien Beauvais, l'enseignant lausannois de 120 secondes. C'était dans la matinale pour la rentrée 2021, le 26 août. Sur la RTS, on l'écoute. Vous êtes enseignant à l'établissement primaire et secondaire CF Ramel à Lausanne. PF, pour Pierre-François, le peintre. Alors d'abord, avant de parler des devoirs, cette rentrée 2021, elle se passe bien pour vous ? Ben non, je te sais la rentrée, chaque année c'est pareil. La boule au ventre, la perte d'appétit, les insomnies, l'angoisse d'avoir des élèves encore pires que l'année passée, la pression de devoir tout expliquer comment ça marche aux nouveaux collègues qui viennent de finir la HEP et puis qui sont encore tout motivés, le stress de découvrir les nouveaux horaires. Moi, cette année, j'enseigne le vendredi après-midi et le lundi matin. En 4 jours, tous les bienfaits des 7 semaines de vacances d'été ont été annulés. Moi, j'attends qu'une chose, c'est le 15 octobre. On compatit. Alors, venons-en à ces devoirs à domicile. Quel est votre avis à ce propos ? Alors, pour une fois, je dois dire que je suis d'accord avec Madame Lamarelle et ses spires. Il faut les supprimer. D'abord, c'est une charge très très lourde pour nous les enseignants. D'abord, on doit toujours trouver des idées sur quoi leur faire. Remplir des fiches, réviser des livrets, avancer nos germinales, conjuguer des verbes, inventer une poésie, j'en passe... et j'en passe. Ensuite, des fois, il faut en plus corriger ça, qu'est-ce qu'ils ont fait à la maison. Et là, je dois dire, j'ai certains élèves comme Kreshnik ou Mitard, on dirait qu'ils font le concours de celui-là qui fait le plus de fautes. Vous trouvez aussi que les devoirs à domicile tendent à creuser les inégalités entre les élèves qui ont de la facilité et ceux qui en ont moins ? Oui, mais ça, c'est normal, les inégalités. La société ne tournerait pas s'il y avait que des médecins, des avocats et des enseignants. On a aussi besoin des boueurs, de caissières et de journalistes. Enfin, quoique, ça se discute. Non, c'est le but de l'école, de trier. On est tous d'accord. Au-delà de ce problème d'inégalité, il y a, parmi les opposants à la suppression des devoirs à domicile, certains parents d'élèves qui craignent de ne plus être renseignés sur ce que leurs enfants étudient en classe et s'ils s'en tirent bien. Mais alors mais tant mieux, comme ça, ils viendront plus tout le temps nous donner leur avis ou nous poser des questions. Moi, le moins de contact que j'ai avec les parents, le mieux que je me porte, je peux vous dire. Non, la plupart, ils sont encore pires que leurs gosses, si vous les voyez. Non, puis chacun son métier. Est-ce que je vais dire au papa de Kreshnik comment monter son mur ? Il faut dire encore qu'on parle bien de la suppression des devoirs à domicile, pas des devoirs en tant que tels. Non, alors oui, en effet, c'est d'ailleurs ça le volet le plus intéressant de cette fenêtre. Parce que si on ferait les devoirs en classe... ça nous libérerait pas mal de temps. Imaginez, je leur file une fiche compliquée à remplir, par exemple de maths, avec interdiction de poser des questions. Ça me libère une période complète. Sur 28, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Une période durant laquelle je pourrais
Faire autre chose Oui, comme réfléchir. Réfléchir, par exemple, à où est-ce que je vais aller le 15 octobre. Oui, parce qu'avec tout le stress qu'il y a eu depuis la rentrée, j'ai toujours pas eu le temps d'ouvrir mon catalogue Hôtel Plou. Voilà, on aura donc reconnu Vincent Cuchollet, Vincent Veillon dans la matinale. Donc ça dit bien cette séquence, à la fois effectivement la caricature qu'on fait de la profession d'enseignant et ça recense aussi la plupart des doléances des enseignants par rapport à la situation qu'ils vivent aujourd'hui, en particulier les parents qui sont signifiés comme la grande plaie aujourd'hui, les parents de plus en plus intrusifs, de plus en plus agressifs aussi, qui sont vraiment pointés du doigt aujourd'hui, Francesca Marchesini, comme une des sources de stress de l'enseignant à l'heure actuelle. Alors moi, j'ai un avis un peu mitigé sur les parents, parce que je les considère pas comme un ennemi, au contraire, c'est des partenaires. Enfin, je veux dire, je crois que notre but à tous, c'est quand même que l'élève, leur enfant, progresse dans ses apprentissages. Et si on ne se met pas tous ensemble autour de la table pour voir comment est-ce qu'on peut l'aider, on ne va pas y arriver. Donc, ce n'est pas en les considérant comme des ennemis que, quelque part, on va pouvoir avancer. Et moi, je ne peux que avoir de l'empathie, finalement, parce que pour moi, ces parents qui sont très intrusifs et puis qui cherchent à, des fois, seulement comprendre ou à être entendus, c'est parce qu'ils s'inquiètent pour leurs enfants et qu'ils ont justement très bien compris les enjeux de l'école aujourd'hui, qui est une école qui classe, qui sélectionne, qui trie. Donc comment est-ce qu'on peut leur en vouloir de s'inquiéter pour l'avenir de leur enfant et du coup de vouloir avoir une certaine... Enfin, pas contrôle, ça c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas de se sentir entendu. Donc voilà, alors c'est vrai, la grande question qui a été posée avant, c'est est-ce qu'on doit fermer l'école ? Alors là, moi, je dois rejoindre quand même certaines choses qui ont été dites avant, parce que si l'école n'a jamais été aussi puissante aujourd'hui, parce qu'il y a cette massification, cette démocratisation des études, néanmoins, je considère que les enseignants, eux, par contre, n'ont jamais été aussi peu autonomes. Et pourquoi ? Parce que maintenant, par exemple, les moyens d'enseignement en Suisse romande, ils sont édités justement au niveau roman, donc ce n'est plus les enseignantes, les enseignants qui créent leur séquence didactique, ce n'est plus... à Genève, on a en plus une direction générale qui est très centralisée, très directive, donc finalement qui veut nous dire des fois très en détail comment on doit faire notre travail. Donc quelque part, on a une espèce de comportement qui est dicté. Donc on a perdu énormément d'autonomie. Donc fermer l'école, en tout cas à une certaine intrusion, je dirais, du politique, oui, mais pas aux parents, par exemple, parce que les parents sont des partenaires. Et la dernière chose que j'aurais voulu dire, c'est... Enfin, moi, je pense qu'il faut rendre quand même ce pouvoir aux enseignants, cette autonomie, leur permettre de faire leur travail. Avant, il a été dit, les enseignants sont déçus d'eux-mêmes, quelque part. Moi, je ne sais pas s'ils sont déçus d'eux-mêmes, mais je pense qu'en tout cas, les personnes que moi, je reçois dans le cadre de ma fonction, ce qui ressort le plus souvent, c'est je souffre de plus pouvoir faire mon travail. Et ça aussi, c'est un facteur dont il faut tenir compte. Les conditions de travail... Ça, c'est vrai. À cause de l'administration. Elles deviennent plus difficiles. Alors, à cause de l'administration, je ne sais pas. Il y a déjà l'augmentation des effectifs. Il y a les exigences qu'on a... vous l'avez dit tout à l'heure, le niveau augmente. Je veux dire, ce qu'on fait en géographie maintenant, en 5e, n'a absolument rien à voir avec ce qu'on faisait en géographie il y a 20 ans. La complexité des savoirs qui sont transmis à l'école a énormément augmenté, contrairement quelque part aux idées reçues qui parlent de nivellement par le bas, etc. Je veux dire, si l'on s'appuie sur les faits... En même temps, si les profs disent qu'ils n'arrivent plus à faire leur travail, ça veut dire que quand même le savoir n'est pas si bien transmis. Alors, le savoir n'est pas transmis, mais ce qu'on nous demande de transmettre est beaucoup plus complexe qu'avant. Après, je ne sais pas si le savoir n'est pas transmis, ça je ne me prononcerai pas là-dessus, j'espère quand même qu'un petit peu. Mais voilà, et la dernière chose quand même, c'est que l'école, elle ne peut pas non plus complètement se replier sur elle-même. Il y a des enjeux de société, alors on peut parler de wokisme, et puis enfin voilà, je ne sais pas comment on veut l'appeler, mais bref. Mais en attendant, pour moi, l'école publique, son rôle, c'est quand même de lutter, entre autres, contre les inégalités sociales. Donc on est quand même obligé de laisser entrer ces débats de société et d'en tenir compte, parce que... Mais l'école, ce n'est pas un syndicat. Qu'il y ait une égalité de traitement à l'intérieur de l'école,
c'est évidemment très important. Mais l'école n'est pas un organisme militant contre les inégalités sociales. C'est pas son rôle. Mais son rôle, quand même, c'est de donner les mêmes chances à tout le monde d'arriver là où ces personnes souhaitent arriver. Donc, en attendant, quand on sait typiquement que les élèves qui redoublent principalement sont en Suisse, en tout cas, des élèves étrangers ou des élèves qui viennent des classes populaires, je m'excuse, mais là, je me dis que l'école, elle ne joue pas son rôle et puis qu'on en reste toujours dans l'école que décrivait Bourdieu, qui est celle de la reproduction sociale. Oui, non, mais que fait la gauche? Ça, c'est pas une question de syndicalisme. Que fait la gauche? Parce que souvent, c'est elle qui est à la tête des départements de l'instruction publique. Alors, que fait la gauche par rapport justement à cet accroissement de l'inégalité des chances dans l'école? Ce qui est compliqué, je dirais, c'est que l'école d'aujourd'hui, elle a été décidée par des personnes qui étaient à l'école dans les années 80. Donc moi, j'ai presque envie de dire, si je grossis le trait, que là, aujourd'hui, on est dans une école des années 80. Et voilà, en fait. Non, enfin, 2 et 2 égale 4, c'était vrai en 80 aussi. Et on doit l'apprendre encore dans l'école d'aujourd'hui. Il y a des invariants de connaissances, ça va pas si vite que ça. Et donc, la pédagogie, si vous voulez, n'est pas tout, loin de là. D'ailleurs, c'est même sauf que les objectifs qu'on veut poursuivre aujourd'hui, c'est pas seulement, en tout cas c'est ce qu'on prétend, c'est pas seulement l'objectif de la reproduction, on aimerait donner des vraies chances à tout le monde. Or, ce qu'on constate, c'est que malgré la massification des études et la démocratisation des études, ce n'est pas le cas. Oui, mais il y a une part de consentement à l'école, de consentement au système, de consentement à l'universalisme de l'école, qui n'est pas toujours au rendez-vous de la part de ceux qui fréquentent l'école, parents et enfants. Et ça, c'est aussi un problème. Il existe, je ne dis pas que c'est le seul problème, mais il existe. Oui, je vous donne tout de suite la parole, mais j'aimerais juste entendre Natacha Buffet, justement, et que fait la droite? Parce que la droite critique, on l'entend beaucoup, souvent dire, justement, les enfants sont des illettrés aujourd'hui, tout va mal, etc. Mais on ne la voit pas souvent vouloir prendre les rênes de l'instruction publique dans les cantons en Suisse. En France, ça fait un moment, oui, forcément, quand il y a une alternance de gouvernement. Mais en tout cas, chez nous, c'est vrai qu'elle est là pour critiquer, mais en même temps, elle s'en lave les mains considérablement. On a l'impression que c'est plus son affaire. On a l'impression peut-être que cyniquement, la classe qu'elle représente se dit tant pis, de toute façon, on mettra nos enfants dans des écoles privées, ce qui se passe à Genève notamment. Est-ce que la droite, justement, joue son rôle aussi et assume son rôle aujourd'hui par rapport à l'école, qui est quand même une école qui est centrale pour la société, y compris pour les classes privilégiées aujourd'hui? Écoutez, je crois qu'on a effectivement, je parle pour la droite de manière générale, avec toutes les nuances qu'elle contient, commis une erreur en laissant un peu les rênes. Je ne sais pas exactement quelle est la raison, je la cherche depuis longtemps, mais les rênes toujours un petit peu au même, en se disant la culture, la formation, etc. Et je caricature et je grossis le trait, on est bien d'accord. Il y a toujours eu des gens qui ont été intéressés par ça, mais c'est vrai qu'on n'a pas pris les départements au moment où on devait les prendre. Et effectivement, on émet un certain nombre de critiques, mais il y a un certain nombre de gens aussi, chaque fois qu'on parle de l'école, on vient nous dire à gauche, de toute manière, vous ne connaissez rien à l'école, taisez-vous, c'est nous qui sommes aux manettes. Et ça, je trouve que politiquement, c'est juste totalement inacceptable. C'est pas parce qu'on n'est pas de ceux qui sont précisément dans ces départements et à la tête de ces départements depuis 20, 25 ans qu'on n'a rien à dire. Et je crois que si on regarde ce qui est en train de se passer, on l'a vu à Neuchâtel, on l'a vu dans le canton de Vaud, 2 fois on est passé des mains socialistes aux mains PLR. Je crois qu'il y a une vraie prise de conscience et puis il y a une vraie volonté maintenant d'aller assumer. Peut-être, je ne peux pas parler pour toutes les générations passées, les choix qui ont été faits politiquement, mais il y a une vraie volonté de récupérer, de tenter autre chose et puis d'aller au-delà d'une simple critique, effectivement, parce qu'il faut passer aussi à l'action, mais aussi entendre que de l'autre côté, on ne nous dise pas simplement « Ah, il y a une idéologie qu'on veut, en tout cas moi je le ressens comme ça, qu'on veut mettre dans l'école, laissez-nous continuer à le faire et puis taisez-vous, restez à vos chiffres, à vos finances. » C'est là aussi qu'on nous cantonne à gauche. Et moi, je trouve ça... Vous vous laissez cantonner. Voilà, je fais tout ce qu'on peut pour ne pas se laisser cantonner. Et je crois vraiment qu'on nous attend au tournant et on a raison de nous attendre au tournant parce qu'on a beaucoup à apporter. Mais je pense qu'il y a eu des erreurs qui ont été faites, mais qu'il n'est pas trop tard pour revenir là-dessus parce qu'on a, à mon avis, à faire un mouvement de balancier. Carole Barjon, quand la droite gouverne, c'est mieux, l'école se porte mieux? Non, pas forcément mieux.
Moi, je crois que le résultat de la faillite de l'école, puisque en France, c'est vraiment le cas, hein, il résulte de 30 à 40 années de politiques éducatives successives, notamment quand même de la loi Jospin de 1989, qui, il faut le rappeler, avait mis l'élève au centre, au cœur du système éducatif. C'était écrit dans la loi, hein, comme ça, et non plus le savoir comme c'était le cas auparavant. Bon. Donc on avait donné la priorité à la pédagogie. Je pense qu'il faut lever un malentendu tout de suite, hein, sur le terme de pédagogie. On est bien d'accord que la pédagogie est absolument nécessaire et elle sert à faire comprendre justement les savoirs que l'on veut transmettre à l'enfant. Le problème n'est pas la pédagogie, le problème, ça a été le mouvement pédagogiste qui a pris le pas au fond sur la transmission des savoirs. Donc ça, c'est l'une des raisons de moi, ce que j'ai appelé en tout cas la destruction de l'école républicaine. Et pour répondre à madame tout à l'heure qui disait qu'il fallait faire quand même rentrer les débats de société dans l'école parce que l'école ne peut pas être en dehors, moi je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que, par exemple, puisqu'elle a parlé du wokisme, je pense que les élèves sont peut-être un peu jeunes et que le rôle de l'école, certes, au bout du compte, ça doit lutter contre les inégalités sociales, mais pour ce faire, le rôle de l'école, c'est d'abord d'aider des élèves qui sont de futurs citoyens à développer un esprit critique, et à pouvoir développer leur propre jugement. Et pour ça, il faut absolument qu'ils maîtrisent les fondamentaux, et notamment la maîtrise de leur langue dans quelques pays qu'on se trouve. Parce qu'on sait très bien que la maîtrise de la langue, c'est juste fondamental pour réussir. C'est ce qui fait que les élites réussissent. Et quand vous ne maîtrisez pas votre propre langue, que vous ne savez pas vous exprimer, eh bien, ou bien vous restez en queue de wagon, ou bien à un moment donné, ça s'exprime par la violence. Donc voilà, moi j'incite, moi le bouquin que j'ai fait, c'était pour dire ça. C'est pour dire que les fondamentaux, alors évidemment, c'est pas très drôle. On a l'impression peut-être de faire dur sur place. Le fait que l'école doive être un sanctuaire dans une certaine mesure, ça ne fait pas très progressiste, mais la réalité, c'est que c'est quand même comme ça que ça se passe, parce qu'on n'a pas trouvé mieux jusqu'à présent. Cyril Petitpierre, que la pédagogie soit un peu déconnectée, surtout de ses objectifs principaux, qui sont justement d'enseigner un certain savoir, une certaine base de savoir. Peut-être de préparer aussi à une certaine dureté du monde, hein, parce que, enfin, on a tous une foultitude d'exemples en tête, hein, mais c'est vrai qu'il y a cet esprit aujourd'hui qui est aussi une certaine forme d'idéologie, hein, de préserver. On a voulu abandonner les notes. Là, par exemple, à l'école primaire à Genève, on n'appelle plus une épreuve, mais je ne sais plus quel est le terme, une évaluation, un truc significatif. Test significatif. Test significatif. Comme si les enfants n'étaient pas préparés à la dureté de l'épreuve et en même temps pour les préparer à une société extrêmement dure et justement qui peut-être explique aussi le fait que les parents soient de plus en plus fébriles et aussi gagnent les classes de manière de plus en plus intrusivement aussi. Ça justement, que le fait que la pédagogie soit en cercle, en vase clos comme ça, et qu'elle soit plus adaptée aussi à la société, au monde d'aujourd'hui. C'est une critique que vous recevez ou pas du tout ? C'est une critique que l'école reçoit de manière générale, mais je ne pense pas qu'il faut faire dire à la pédagogie ce qu'elle ne dit pas et dépasser un peu les slogans. Le savoir au cœur de l'école ou l'élève au cœur de l'école, comme si on pouvait l'opposer. Ben non, on ne peut pas l'opposer. Qu'est-ce qui est au cœur de l'école ? C'est le fait que Dans les faits... Non, c'est le fait... Laissez-moi terminer. Dans les faits, non. Dans les faits, qu'est-ce qui préoccupe les enseignants ? C'est le fait que les élèves apprennent. C'est ça qui est au cœur de la mission d'enseignants. Que les élèves apprennent. Et puis pas qu'ils apprennent n'importe quoi, qu'ils apprennent les savoirs. Et ça, c'est la mission de l'école, principale. Et là, on dépasse les slogans, on dépasse le fait d'être de gauche ou de droite. Je crois que sur la mission générale de l'école... Alors après ça, évidemment, il y a des débats qui peuvent être plus idéologiques autour notamment de la question des inégalités. Mais je crois que le fait que les élèves doivent apprendre et que les enseignants doivent disposer des outils... Parce que quelle est la responsabilité de l'enseignant ?
c'est pas que les élèves apprennent in fine, parce que ça, il peut pas faire le geste à la place de l'élève. C'est pas non plus détruire l'élève en étant... Alors oui, je suis d'accord, la société est ce qu'elle est, elle est dure. Quand même pas non plus détruire le futur citoyen alors qu'il n'a pas encore 15 ans, donc il faut aussi lui laisser un peu de marge de manœuvre pour qu'il puisse progresser, bien sûr. Mais effectivement, l'enseignant, lui, sa responsabilité, c'est de mettre en place des conditions les plus favorables possibles pour que l'élève apprenne. Et je dis les conditions parce que ce n'est pas les mêmes pour tous les élèves d'une classe, il n'y a pas une manière de faire de la pédagogie. Dans la formation d'enseignant, qu'est-ce qu'on dit aux futurs enseignants? Il n'y a pas une pédagogie, il n'y a pas une vérité. C'est pour ça que la pédagogie dit, non, la pédagogie, il y a beaucoup d'éléments. Et votre responsabilité comme enseignant, c'est d'être capable de dire, par rapport à telle difficulté que ce groupe d'élèves ou cet élève rencontre à tel moment, voilà ce que je peux imaginer mettre en place comme dispositif. Oui. Et c'est là qu'on est totalement contradictoire avec ce qu'on disait tout à l'heure. Là où effectivement il y a des paradoxes, c'est que d'un côté on dit il faut former le mieux en mieux les enseignants. En Suisse, voilà, ça a été la création des hautes écoles pédagogiques il y a 20 ans. Donc, en faire des professionnels formés à un haut niveau et en même temps, on a, enfin en tout cas eux ont le sentiment d'être de plus en plus contrôlés. C'est juste antinomique. Il faut des enseignants qui sont capables de mettre en place des situations complexes qui permettent aux élèves d'apprendre. Pour ça, il faut qu'ils soient autonomes et puis aussi qu'ils soient autonomes en équipe. On le disait tout à l'heure, c'est la question des structures. Il faut absolument que les politiques en général, mais pas seulement les politiques, je veux dire l'administration scolaire en général, hyper centralisée. Alors, je ne connais pas parfaitement le système français, mais on parlait du mammouth, un ministre de gauche parlait du mammouth il y a quelques cas. Et effectivement, là où les choses se passent, c'est non seulement dans la classe, mais dans l'école. Et si cette école n'a pas un minimum d'autonomie pour s'adapter aux réalités locales et aux élèves qu'elle reçoit, on n'a pas les mêmes élèves, même dans deux bouts d'une petite ville comme Lausanne, d'un côté on a Renan, de l'autre côté on a Puyi, et on sait très bien que ce ne sont pas les mêmes élèves à 20 km d'écart. Carole Barjon. Oui, donc je voulais simplement dire, à propos de ce que vient de dire monsieur, on est tout à fait d'accord sur la pédagogie et le rôle de l'enseignant, c'est de mettre en œuvre la meilleure pédagogie pour faire apprendre aux élèves. Mais alors moi je connais pas bien le système suisse, mais en France, mais si vous voulez, on ne peut pas confondre pédagogie et contenu, parce que en France, autant les enseignants ont la liberté pédagogique, ça n'a jamais été remis en question. Autant les contenus, les programmes, la définition des programmes, c'est le politique qui les définit, et les programmes ont changé plusieurs fois, et notamment dans les années 80-90, il y a eu la suppression, par exemple, des cours de grammaire, si vous voulez. Donc, ça, ce ne sont pas les enseignants qui sont responsables, ce sont les universitaires et les ministres de l'éducation. Mais les contenus, ils sont fondamentaux parce que les professeurs sont tenus de les appliquer. Alors, on sait très bien qu'il y a quelques profs qui ont pris des libertés et qui ont continué, par exemple, à donner des cours de grammaire parce qu'ils l'estimaient nécessaire, mais d'autres s'y plient parce que il ne faut pas oublier que les professeurs sont notés. Donc, la question des contenus, elle est absolument capitale, parce qu'elle va avec la baisse de niveau dont on parlait tout à l'heure. Et en France, il faut quand même savoir qu'il y a encore 20%, c'est énorme, un cinquième de la population, donc des élèves, qui ne maîtrisent pas la langue française et l'écrit à l'entrée en 6e, c'est-à-dire à l'entrée du secondaire. Résultat des courses, effectivement, on parlait de transmission du savoir, etc., et d'égalitaire. Le fait est qu'aujourd'hui, l'école ne l'est plus parce que les parents, dès qu'ils ont les moyens, mettent leurs enfants dans l'école, dans le système privé. Alors, on ne le voit pas selon certains cantons, mais à Genève, par exemple, il y a 15% des enfants qui sont en école privée. Donc, dès que c'est courage fuyons, ça, c'est la réalité des faits. Il y a une explosion aussi des enfants qui vont en classe spécialisée. Et c'est systématiquement des enfants migrants ou de classes précarisées. Ça, c'est la réalité en France, Philippe. J'imagine que c'est la même chose. La situation en 50 ans, à peu près, c'est presque inversé symétriquement. Les enfants qui posaient des problèmes, qui avaient des problèmes soit pour suivre, soit ils étaient indisciplinés, on les mettait dans le privé.
Et les bons élèves allaient dans le public. L'école de l'excellence, c'est l'école publique. Aujourd'hui, évidemment, c'est l'inverse. Comment ça C'est l'inverse. Les gosses qui sont brillants ou qui sont bien accompagnés par leurs parents, ils les mettent systématiquement dans le privé. Et pourquoi ça marche dans le privé? Parce que moi, je suis le premier à le regretter, mais c'est comme ça. Parce que précisément, on en revient à ce que l'on disait tout à l'heure, c'est que les écoles sont obligées d'afficher un projet pédagogique avec des équipes, et ça séduit les parents un peu sérieux. Tandis que l'école publique, elle n'a pas à présenter de projet pédagogique. Elle est l'école publique. Point à la ligne. Donc on y va. Là, ils ont un projet pédagogique, il vient un travail d'équipe sur des résultats collectifs, et l'école privée marche du feu de Dieu en France. Et voilà, et c'est pas simplement l'école religieuse, hein. Il y a des écoles vraiment... et ça, c'est incroyable comme la situation s'est inversée en l'espace d'une génération et demie. Et c'est un peu la situation, en tout cas, dans les cantons qui... C'est pas la situation dans tous les cantons. Il va falloir qu'on conclue. Je vous laisse juste réagir à Philippe Val sur cette question-là. Oui, non, mais c'est pas la situation dans tous les cantons. Mais effectivement, on a une sorte de faillite démocratique quand on est... Faillite démocratique. Dans ce type de situation-là. Hein. Ouais. Effectivement, aux Pays-Bas, il n'y a quasiment plus que des écoles privées multiples. L'école publique est devenue une école parmi d'autres. Et ça, du point de vue de la cohésion démocratique, pour moi, c'est absolument catastrophique. Mais pour conclure, j'aurais envie de dire que l'école va mal parce que la société va mal, a priori. Le reflet de la société. Natacha Buffet, un mot, comme ça, chacun aura eu le mot de la fin. Écoutez, je trouve que ce constat est terrifiant pour la grande républicaine que je suis, mais malheureusement, il va falloir... Pardon, comme vous êtes en campagne. Oui, là. Mais il va falloir effectivement inverser la tendance si on ne veut pas qu'il n'y ait que des écoles privées. C'est vital. Carole Barjon, un mot. Il faut reconnaître, malheureusement, et moi je le déplore, que les 30 ou 40 années de politique de l'éducation nationale en France est abouti effectivement à augmenter les inégalités scolaires, puisque maintenant, comme vous venez de le dire fort justement, l'élite, ceux qui ont les moyens, c'est-à-dire ou le capital culturel, comme disait Pierre Bourdieu, ou le capital financier, mettent leurs enfants dans le privé. Donc c'est une faillite de la gauche, il faut quand même le dire. Voilà. Merci beaucoup. Et on remercie tous nos invités ce soir et on vous remercie, vous, de nous avoir suivis. Et donc, la semaine prochaine, on se retrouve, même heure, mercredi prochain, pour parler de la menace djihadiste, notamment en Suisse. On l'avait presque oublié, cette question, guerre en Ukraine oblige, mais l'attentat contre Salman Rushdie nous a piqué en rappel. 2 présumés terroristes viennent également d'être arrêtés à Lausanne et Genève. Alors, épiphénomène ou vrai problème qui perdure, y compris chez nous, eh bien, on en parle mercredi prochain. En attendant, on vous souhaite une excellente semaine et une belle soirée à vous toutes et tous sur les Monts Bleus.